Mentir, c'est toujours mal. C'est ce qu'on apprend à nos enfants quand ils grandissent. On l'apprend nous-mêmes à l'école, et même à la maison, avant d'y aller. Et surtout, quand on entre dans le monde des affaires, on devrait comprendre qu'il faut avoir de l'intégrité. Nous sommes des gens qui disent la vérité. On ne veut même pas avoir d'amis qui nous trompent ou qui nous racontent des choses fausses, parce que c'est de la manipulation. Ils essayent de nous influencer, soit pour qu'on fasse ce qu'ils veulent, soit pour qu'on ignore ce qu'ils font, et que nos opinions soient différentes de ce qu'elles seraient si on connaissait la vérité. Personne n'aime qu'on lui mente. C'est déjà grave à l'échelle individuelle, mais à l'échelle nationale, c'est vraiment très grave. Et si on laisse ça aller dans la mauvaise direction, si ça devient trop courant, ça peut littéralement détruire les fondations mêmes sur lesquelles repose un gouvernement, si on va trop loin. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais on s'en approche dangereusement. Et si on ne reprend pas les choses en main, si on ne commence pas à demander des comptes à notre gouvernement, à arrêter de laisser faire tout ça, et surtout à cesser d'y croire et de vivre avec, alors là, on va vraiment avoir un gros problème. L'un des points dont je parle aujourd'hui, c'est une manifestation locale de tout ça. Et évidemment, il y aurait bien d'autres sujets à aborder. Mais prenons celui-là, parce que je veux vous montrer qu'il y a un vrai problème dans la façon dont on gère la situation de guerre avec l'Iran, et plus précisément dans ce protocole d'accord. Depuis le tout début, depuis la signature du 17 juin, nos grands médias et nos responsables politiques mentent, tout simplement. Et dans d'autres cas, ils disent des choses à moitié vraies, en mélangeant le vrai et le faux, de façon à ce qu'on ne sache plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on passe sous silence. L'omission d'informations, c'est aussi une forme de tromperie. Tout cela fait que la population américaine ne sait plus vraiment ce qui se passe. Elle est trompée, manipulée, amenée à soutenir quelque chose que, si elle connaissait la vérité, elle ne soutiendrait jamais. Et si on continue sur cette voie, si ces gens réussissent, le prix à payer sera terrible. Pour tout le monde. Pour eux aussi. Mais surtout pour nous, pour nos capacités de sécurité nationale et pour nos soldats. Ça pourrait être catastrophique. On va regarder ça de près. En ce moment, ce qui se passe avec ce protocole d'accord, il y a eu beaucoup de choses, surtout sur la chaîne préférée du président Trump, Fox News, où il diffuse toutes sortes de fausses informations, de désinformation, et passe sous silence certains éléments de ce protocole. Plusieurs intervenants aujourd'hui ont vraiment mis ça en évidence. Et quand je regardais tout ça, en essayant de suivre un peu ce qui se disait, en voyant toutes ces séquences et en les reliant dans ma tête, je me suis dit, mais enfin, c'est une campagne. C'est une campagne. Quelqu'un orchestre une campagne coordonnée pour s'assurer que vous restiez dans l'ignorance, pour que vous soyez manipulé un peu comme un champignon qu'on garde dans le noir, sans faire de vagues. Le but, c'est que vous continuiez à croire ce qu'ils veulent, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et ce qu'ils veulent faire, c'est stupide. Ça ne marchera pas, et c'est contraire à nos propres intérêts. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. D'abord, je vais commencer avec Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui était invitée sur Fox News. Je vais demander à Gary de lancer celle-ci depuis son navigateur, parce qu'on va devoir la démarrer et l'arrêter plusieurs fois. Il y a trop de choses qu'elle dit dans ce passage pour qu'on le regarde d'un seul coup. On y vient dans un instant. Gary, si tu peux, vas-y, ouvre-la. On va essayer. Très bien. Alors, ce qu'elle va dire ici, en gros, et vous allez le voir, c'est qu'elle se trahit sans le vouloir. On la voit littéralement se reprendre en plein milieu de sa phrase. Elle a failli dire qu'on ne croyait même pas au protocole d'accord, qu'on n'avait jamais eu l'intention de le respecter.
Puis elle s'est rattrapée et a essayé de reformuler. Mais moi, je l'ai remarqué. Donc d'abord, elle va affirmer que ce protocole d'accord, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment voulu. Regardez bien. On veut s'assurer que tout ce qu'on fait soit durable, qu'ils ne reviennent pas pour recommencer. Et je pense que franchement, le président Trump a compris qu'il n'y avait pas de protocole d'accord. J'irais même jusqu'à dire qu'ils n'ont jamais eu l'intention de le respecter. Ils savaient depuis le début qu'ils allaient le violer. La première chose qu'elle dit, c'est « pour qu'ils ne reviennent pas ». Mais qu'est-ce que ça veut dire pour qu'ils ne reviennent pas? Vous vous rendez compte, Madame l'ambassadrice, ancienne ambassadrice des Nations Unies, que l'Iran vit là-bas. Ils vivent dans le Golfe Persique. Ils ne reviennent pas. Ils y sont. C'est leur région. Et quand vous dites « revenir », vous voulez dire quoi exactement? Qu'ils reviendraient pour faire la guerre contre nous. Eh bien, ça, c'est encore plus absurde, parce que c'est nous qui avons porté la guerre chez eux. Nous avons lancé 2 guerres en l'espace de 8 mois contre ce pays. 2 guerres illégales, non autorisées, contraires à l'éthique et immorales, parce qu'elles violaient la Constitution des États-Unis. Elles violaient aussi la loi sur les pouvoirs de guerre de 1973. Ils ont violé le droit international. Et pourtant, notre sécurité n'a jamais été menacée par eux. Ils n'ont jamais menacé de faire quoi que ce soit contre nous. Ils n'ont jamais pris la moindre mesure contre nous. Nous sommes simplement entrés en guerre contre eux parce que c'est ce que nous voulions faire. Alors, quand on parle de ce qu'ils devraient faire pour ne pas revenir sans cesse, peut-être que ce que vous voulez vraiment dire, c'est qu'on veut les détruire complètement en tant qu'entité pour qu'ils ne puissent même plus renaître. Je ne sais pas. C'est peut-être ça qu'elle voulait dire. En tout cas, quelle que soit l'interprétation de ce qu'elle a voulu dire, c'est vraiment mauvais. Ensuite, elle continue et dit « Gary, si tu peux revenir un peu en arrière, s'il te plaît. Oui, à peu près là où on avait commencé, si on peut. » Trump s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de protocole d'accord. J'irais même jusqu'à dire qu'ils n'en ont jamais eu. Elle a dit que Trump s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de protocole d'accord. Enfin, qu'en fait, il n'y en avait jamais eu. Oui, je pense qu'elle a juste fait un lapsus. Le président Trump n'a jamais eu l'intention que ce protocole d'accord serve à quoi que ce soit. À mon avis, il voulait simplement s'en servir comme d'un moyen de gagner un peu de temps, parce que, à ce moment-là, il devait signer quelque chose, vu que le prix du pétrole commençait à remonter. Il y avait aussi les engrais bloqués, l'hélium, l'aluminium, tout ce genre de choses, sans parler du pétrole et du gaz, bien sûr. Et nos réserves stratégiques de pétrole étaient en train de s'épuiser. Donc il voulait rouvrir un peu le robinet, histoire d'augmenter l'approvisionnement. Et je pense qu'après, il s'est dit, bon, il faut qu'on commence à réfléchir à la suite, parce qu'il n'avait, à mon sens, aucune intention de respecter quoi que ce soit dans ce document. On va passer en revue le protocole d'accord dans un instant. On n'en parle pas beaucoup, mais après ce 17 juin, plus personne ne veut en entendre parler, sauf pour le paragraphe 5, parce qu'il concerne le détroit d'Ormuz. Mais comme vous allez le voir dans un instant, presque chaque paragraphe contient des éléments vraiment importants. Donc le fil conducteur que vous allez retrouver dans toutes ces vidéos, y compris celle-ci quand on la relancera, c'est qu'on affirme que les Iraniens ne respectent pas le protocole d'accord. En fait, elle continue ici, on va reprendre la vidéo à ce moment-là, en disant sans aucune preuve que les Iraniens n'ont jamais eu l'intention de respecter le protocole. Vas-y, Derek. Ils l'ont violé. L'ayatollah a dit qu'il y était opposé par principe, donc ça n'allait pas se faire. Et malheureusement,
Ils ont réussi à obtenir quelques milliards de dollars pendant tout ça. Commençons par là. Elle dit, regardez, ils n'avaient même pas l'intention de le faire. Et pour appuyer son propos, elle ajoute que l'ayatollah lui-même avait déclaré qu'il y était opposé par principe. Oui, d'accord. Mais pourquoi était-il opposé par principe? Merci d'avoir soulevé cette question, monsieur l'ambassadeur. Pourquoi était-il contre, au fond? Était-ce parce qu'il refusait d'en respecter le principe? Ou bien parce qu'il ne nous faisait pas confiance? Il disait, pourquoi conclure un nouvel accord ici, alors qu'on en avait déjà un en 2015, et que ce même président Trump l'a annulé du jour au lendemain sur un simple coup de tête? Il l'a tout simplement supprimé. Toutes les obligations que les États-Unis devaient remplir, ils ont cessé de le faire. Puis, la guerre de 2025. On était en pleine négociation quand les États-Unis ont lancé une guerre. Ensuite, en 2026, même chose, on négociait et les États-Unis ont encore lancé une guerre. Et maintenant, ils demandaient pourquoi ils devraient croire qu'ils vont cette fois accepter une nouvelle négociation et que comme par magie, l'Amérique ferait enfin ce qu'elle a promis. C'est pour ça qu'il était contre. Mais finalement, il a dit d'accord. Le président Pazespian, Abbas Araghchi, Ghalibaf, le président du Parlement et leur principal négociateur, tous l'ont convaincu qu'il y avait peut-être une chance, qu'il fallait au moins essayer. Alors il a dit, c'est contre mon meilleur jugement, mais d'accord. Et il s'avère que l'ambassadrice Haley et tous les autres dont on va parler ont confirmé qu'il avait eu raison d'être réticent. Alors, à ton avis, quelles sont les chances maintenant qu'on parvienne à un accord? Souviens-toi, au milieu de tout ce qu'on fait ici, et après qu'on a violé nos engagements, on en est maintenant à 6 jours consécutifs d'attaques venant des États-Unis. Et le président Trump continue de dire « Il me supplie pour un accord. Il me supplie pour un accord. » Mais il ne supplie rien du tout. En réalité, je pense qu'ils en viennent de plus en plus à comprendre qu'il n'y a pas d'accord possible, parce qu'il n'y a plus aucune confiance envers les États-Unis. La parole de l'Amérique a été détruite. Pas en train de s'effondrer, non, détruite. Plus personne ne va nous croire, pas plus loin qu'ils peuvent lancer notre pays. Ils ne vont plus nous faire confiance, sur rien du tout. Alors maintenant, comment veux-tu conclure un accord quand tu en auras besoin? Surtout à un moment critique, surtout sur le plan financier, quand la question de l'approvisionnement en pétrole deviendra un vrai problème, quand la réserve stratégique sera à un niveau critique et qu'on aura besoin que le flux reprenne. Qu'est-ce qu'on fera quand on aura besoin que quelqu'un nous croie? Ils ne le feront pas, mais on n'en est pas encore là. Des gens comme Nikki Haley et plusieurs autres ici n'ont pas l'air de se soucier de quoi que ce soit. Et il y avait encore une chose qu'elle voulait dire. Gary, laisse tourner jusqu'à la fin. Il y a eu des jours où les sanctions ont été levées pour laisser passer le pétrole. Mais maintenant, je pense que le président Trump fait exactement ce qu'il faut faire. Remettre en place ce blocus. Ils ont frappé au cœur de la base navale des gardiens de la Révolution. Ils s'en prennent à leur stock de missiles et de drones et ils s'assurent qu'il n'est plus aucun autre moyen de passer. C'est très bien comme ça. Bon, alors oui, le président Trump fait exactement ce qu'il faut. Il remet le blocus en place, il frappe Bandar Abbas et il vise aussi plusieurs autres cibles le long du littoral. On en a déjà beaucoup parlé. Pas besoin de revenir sur tous les détails des émissions précédentes, vous pouvez les revoir si vous voulez. C'est pas ça qui permet à l'Iran de garder le contrôle du détroit d'Ormuz. Ce n'est pas seulement ce qu'il y a à l'avant, et ce n'est certainement pas juste Bandar Abbas. Et souvenez-vous, même notre quartier général de la 5e flotte navale à Bahreïn, ils l'ont frappé plusieurs fois aussi.
Et on se demande, vous continuez à faire exploser des trucs en surface, mais enfin, c'est déjà inutilisable. Donc je ne vois pas pourquoi les services publics y retourneraient. C'est la même chose avec Bandar Abbas. Là, ça concerne surtout leur activité navale, mais on a déjà détruit la plupart de leurs navires de guerre classiques, à part les centaines de vedettes rapides, ces bateaux de patrouille qu'ils ont et qui peuvent perturber le trafic. Et ceux-là, évidemment, sont dispersés aux quatre coins. Ils ne sont pas simplement stationnés à Bandar Abbas. Donc en réalité, frapper Bandar Abbas ou d'autres cibles du même genre, ça ne change pas grand-chose. Ça fait mal, oui, mais ce n'est pas ça le vrai problème. Tout ça, c'est lié à ces batteries de missiles. Il faut le redire encore une fois. Tous ces sites qui ont des villes de missiles en dessous, des usines de drones souterraines, on ne peut pas les atteindre. Ces installations sont dispersées partout dans le pays. Alors de quoi elle parle quand elle dit que le président Trump fait ce qu'il faut? Franchement, il faut se demander, est-ce que ces gens sont stupides? Ou est-ce qu'ils ne comprennent tout simplement pas comment tout ça fonctionne? Ou bien est-ce qu'ils ont une autre intention, plus sombre? Malheureusement, je ne peux qu'émettre des hypothèses, parce que honnêtement, je ne vois rien de logique ni de rationnel là-dedans. Pourquoi, si elle avait vraiment les connaissances et l'intelligence, si elle savait tout ça, et c'est partout dans les médias, je ne vois pas comment on pourrait encore l'ignorer. Pourquoi dirait-elle que c'est la bonne chose à faire, alors que ça n'a rien changé au début de la guerre? Et tout ce qu'on fait maintenant ne s'attaque même pas à ces problèmes-là. On ne cherche même pas à comprendre, ni à cibler tous ces complexes montagneux à travers leur pays, aussi vastes que l'Europe de l'Ouest. Alors pourquoi pense-t-elle que c'est une bonne idée? C'est incompréhensible. Franchement, je ne sais pas. Mais vous allez voir, elle fait simplement partie du même groupe. Passons au suivant. Peter Doocy de Fox News faisait un direct tout à l'heure pour le public de la chaîne, et en plein milieu, il a diffusé un extrait de Caroline Leavitt. Et là, franchement, ça rend presque l'ambassadrice Haley intelligente en comparaison. Les Iraniens ont déjà fort à faire avec les attaques américaines. Du coup, ils essayent maintenant de mobiliser l'un de leurs groupes terroristes alliés, les Houthis, pour bloquer un point stratégique de la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb. Selon les experts, même quelques petites attaques peuvent perturber gravement le commerce maritime mondial. Et le fait d'activer un groupe terroriste, c'est une autre manière pour les Iraniens de violer ce mémorandum d'entente. L'Iran a violé le protocole d'accord que nous avions conclu avec eux. Plus précisément, dans ce protocole qu'ils ont signé, il était clairement stipulé qu'ils ne devaient pas tirer sur les navires commerciaux traversant le détroit d'Ormuz. Et malheureusement, ils ont pris la décision tragique de le faire. Quand on regarde les décisions que prennent les Iraniens, ils avaient la possibilité de débloquer leurs comptes et de lever les sanctions, simplement en ne touchant à rien dans le détroit d'Ormuz. Mais ils ont décidé que ça n'en valait pas la peine. Pour eux, contrôler le détroit d'Ormuz, c'est tout simplement inestimable. Et c'est pour ça qu'ils essayent maintenant de faire en sorte qu'un de leurs groupes terroristes prenne le contrôle d'un autre détroit. Bon, d'abord, le fait qu'ils en parlent ouvertement, les Iraniens, de fermer le Bab el-Mandeb, et on vous l'a déjà montré plusieurs fois, c'est une voie maritime supplémentaire essentielle qui peut être bloquée. En réalité, c'est même plus facile à contrôler que le détroit d'Ormuz, parce qu'il est plus étroit. Et les Iraniens pourraient agir, bien sûr, mais aussi leurs alliés, les Houthis, les Ansar Allah, eux aussi pourraient s'en charger. Donc là, il faut se dire, attention, ne prenons pas de nouvelles mesures qui risqueraient d'aggraver la situation, de les pousser à élargir le conflit et à bloquer encore plus de pétrole.
Parce que ça créerait encore plus de problèmes pour nous, ça ferait grimper le prix du pétrole et ça nous rapprocherait d'une récession, voire, Dieu nous en garde, d'une dépression. C'est ce qu'une personne rationnelle ferait. Mais à la place, on préfère se moquer d'eux. Ah, et bien sûr, ce n'est pas leur allié, non. C'est leur soi-disant proxy terroriste. Parce qu'on adore utiliser le mot terrorisme, ça évoque tout de suite des pensées très négatives. Du coup, un terroriste, c'est juste une sorte de loup maléfique, même plus un être humain. Alors, on ne se pose plus de questions, on se dit simplement qu'il faut le tuer. On ne négocie pas avec des terroristes, n'est-ce pas? C'est ce qu'on répète. Et c'est justement pour ça qu'ils emploient ce langage. Parce qu'en réalité, surtout du point de vue iranien, c'est un allié régional, avec ses propres intérêts, mais avec une cause commune là-bas. Alors, ils se disent, travaillons ensemble pour mettre plus de pression sur l'Occident, parce qu'ils voient bien à quel point le détroit d'Ormuz pèse lourd. Et en ajoutant le Bab el-Mandeb, ça va créer encore plus de tensions pour l'Ouest. C'est leur principal levier contre nous, et ils pourraient devenir bien plus puissants. Si on était sage, on se dirait, d'accord, n'allons pas dans cette direction, ne leur donnons aucune raison d'agir ainsi. Parce qu'une fois qu'ils prennent le contrôle de ce passage et qu'ils le ferment, c'est vraiment difficile de le rouvrir. On l'a vu à plusieurs reprises, quand on a essayé avec les Houthis en mer Rouge de les faire arrêter leurs attaques contre la navigation. Et on le voit aussi avec le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'on devrait faire. Mais ce n'est pas le cas. En fait, il continue en disant, « Vous voyez, c'est pour ça qu'ils ne cessent de violer le mémorandum. » Et ensuite, on a vu un plan sur Caroline Leavitt. Caroline Leavitt dit, « Eh bien, écoutez, ils l'ont violée en tirant sur ce navire. » Et elle parle d'une violation très précise du mémorandum d'accord. J'écoute ça et je me dis vraiment très précise. Précisément, elle a dit, c'est ce qu'elle a dit. Précisément. Regardons ça ensemble. Voici le mémorandum. Je veux juste parcourir rapidement quelques points, voir qui a violé quoi. Je vais vous montrer des éléments très précis dans un instant. Mais regardons ici, dès le début, le paragraphe numéro 1, bien sûr. Et maintenant, tout ça est complètement chamboulé. J'adore quand ça arrive. Alors, le premier point, c'est évidemment la question du Liban. En gros, les Israéliens doivent arrêter de se battre contre le Hezbollah et ils doivent, vous voyez, cesser les combats sur tous les fronts, y compris au Liban. L'accord final confirmera la fin permanente de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. Je le répète encore et encore, parce que c'est vraiment crucial. C'est pour ça que c'est le point numéro 1. Bon, ensuite, on passe au point numéro 2. L'Iran et les États-Unis s'engagent à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun. Franchement, c'était juste du blabla. Personne ne se soucie vraiment de ce que ça veut dire. Troisièmement, l'Iran, la République islamique d'Iran et les États-Unis s'engagent à négocier pour parvenir à un accord final dans un délai de 60 jours, même si ce délai peut être prolongé. Quatrièmement, les États-Unis commenceront à lever le blocus naval, et si tout se passe sans incident, nos forces navales se retireront complètement d'ici 30 jours, et ainsi de suite. Ensuite, on arrive bien sûr au point numéro 5, dont on parle beaucoup. Il concerne le contrôle du détroit d'Ormuz. On y reviendra plus en détail dans un instant. Et enfin, sixième point. Les États-Unis s'engagent avec leurs partenaires régionaux à élaborer un plan définitif, approuvé par toutes les parties, d'au moins 300 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Iran. Personne ne parle même plus de celui-là. Numéro 7. Les États-Unis et l'Iran s'engagent à mettre fin à tous les types de sanctions contre la République islamique d'Iran. Oui, on l'a fait. Et puis on a annulé ça. Donc on l'a fait tout de suite, et ensuite on les a remises. Bon, continuons. Numéro 8.
La République islamique d'Iran réaffirme qu'elle ne cherchera pas à se procurer ni à développer des armes nucléaires. Pour eux, c'était facile, aucun problème, puisqu'ils n'ont jamais eu de programme d'armes nucléaires. Donc ce n'était pas vraiment une concession. Numéro 9. En attendant un accord final, l'Iran et les États-Unis conviennent de maintenir le statu quo. La République islamique d'Iran va maintenir le statu quo actuel de son programme nucléaire. Et ça ne nous pose pas de problème non plus, parce qu'ils n'ont aucune raison de passer à un programme d'armes nucléaires. Pour eux, le statu quo, ça veut dire qu'ils peuvent réparer les dégâts, mais que le programme en lui-même ne changera pas. Donc c'est bien le maintien du statu quo. Il semble que nous ayons un problème avec ça, mais c'est un problème assez mineur. Point numéro 10. Les États-Unis s'engagent immédiatement après la signature de cet accord et jusqu'à la levée des sanctions à ce que le département du Trésor américain délivre des dérogations pour l'exportation de pétrole brut iranien. Ce que bien sûr, nous avons aussi fait. Et puis on a annulé ça, on l'a retiré aussitôt. Numéro 11. Les États-Unis s'engagent à rendre pleinement disponibles les fonds gelés ou restreints. Ça, on l'a jamais fait. Donc, on a violé les termes à ce niveau-là. Ou pour être plus précis, on ne les a jamais mis en œuvre. Donc, on n'a pas tenu parole. Numéro 12. L'Iran et les États-Unis conviennent qu'un mécanisme efficace sera mis en place pour suivre les communications liées à la mise en œuvre spéciale. Ça, ils l'ont fait, mais de façon assez limitée, assez mineure. Numéro 13. Après ce protocole d'accord, et dès le début de la mise en œuvre, les États-Unis et l'Iran commenceront à négocier en vue d'un accord final sur les autres points, en particulier sur les armes nucléaires, et ainsi de suite, une fois que tout le reste sera réglé. Et ensuite, l'accord final prendra la forme d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, je ne me souviens pas avoir vu dans ce texte que Caroline Leavitt ait dit explicitement que l'Iran ne pouvait pas recourir à la force pour appliquer le paragraphe numéro 5. Ce que, selon nous, l'Iran a fait. Et pour qu'on se remette bien ça en tête, le paragraphe 5 dit ceci. La République islamique prendra les dispositions nécessaires en déployant tous ses efforts pour assurer le passage sûr des navires commerciaux sans frais depuis le golfe Persique et la mer d'Oman. Voilà. Eux seuls y avaient accès. Eux seuls avaient l'autorisation. Et comme je vais vous le montrer dans un instant, et c'est vraiment important, il faut regarder le calendrier. Rappelez-vous, cet accord a été signé le 17 juin. Je vous ai montré que le président Trump avait mentionné cela. Le 18 juin, le lendemain, le vice-président Vance a déclaré que l'Iran n'en tirerait un avantage financier que s'il changeait de comportement. Or, rien dans le protocole d'accord ne prévoit cela, que ce soit la libération de fonds, la levée des sanctions ou l'octroi de dérogations, et ainsi de suite. Rien de tout ça n'était conditionné à quoi que ce soit, même pas dans les termes du protocole d'accord que je viens de vous montrer. Mais dès le lendemain, on commence déjà à parler de restrictions. Environ une semaine plus tard, c'est là que le premier gros problème est apparu. Le 24 juin. Sorti de nulle part et complètement en dehors du texte du protocole d'accord, il n'y avait absolument rien là-dedans à propos de l'Amérique, des Nations Unies, d'Oman ou de qui que ce soit d'autre mettant en place un quelconque dispositif, un contrôle administratif ou quoi que ce soit dans le détroit d'Ormuz. C'était exclusivement confié à l'Iran. Pour l'avenir, donc après les 60 jours, c'était l'Iran et Oman. Mais pour les 60 premiers jours, c'était uniquement l'Iran. Et là, tout à coup, et on peut être sûr que ça vient d'une pression des États-Unis, Oman met en place un autre couloir. Et ça n'a pas traîné. C'était le 24. Le lendemain, l'Iran a dit « oui » à propos de ça, « non ». Ils ont déclaré que la seule route autorisée pour traverser le détroit d'Ormuz était celle annoncée par les gardiens de la Révolution.
Tout passage sans autorisation est inacceptable et extrêmement dangereux, ont-ils averti dans un communiqué. Et puis, je crois que c'était plus tard dans la même journée, ils ont arrêté ces navires sur la route sud, parce que c'était la première fois que l'Iran mettait sa menace à exécution. Ils ont dit, si vous continuez à l'utiliser, nous allons tirer sur les navires. Ils ont continué. L'Iran a effectivement tiré sur les navires. Et bien sûr, le lendemain, le 26 juin, les États-Unis ont lancé leurs actions. Et c'est là que ça a commencé. La première d'une série de, je crois, 7 échanges jusqu'à présent, où les États-Unis ont attaqué l'Iran. Donc, quand on parle de qui a réellement violé le protocole d'accord, c'est bien les États-Unis, avec le corridor sud qu'on avait mis en place. Ensuite, on a commencé à y faire passer des navires. Les Iraniens ont interprété ça, puisque ce n'était pas précisé clairement dans le protocole, comme une justification de notre part pour imposer et autoriser cette action. Et si on viole leurs conditions, eh bien, il y aura des conséquences, c'est ce qu'ils ont dit. Nous, on s'en est servi comme prétexte pour revenir en arrière et employer plus de force. Maintenant, on va voir dans quel but exactement. Et Mike Pompeo, aujourd'hui, sera le premier à donner plus d'informations à ce sujet. L'objectif est vraiment très simple. Il est en ligne avec ce que le président Trump dit depuis le début. Nous allons réduire les capacités de l'Iran et contrôler le détroit d'Ormuz. Nous allons continuer à mettre en place un blocus économique, une campagne de pression économique contre le régime iranien et, au bout du compte, convaincre les Iraniens de changer la nature même de leur régime. C'est comme ça qu'on mettra fin au programme d'armes nucléaires, qui a toujours été au cœur du discours du président Trump sur ce sujet. Alors là, il a dit que l'objectif ultime, c'est de convaincre les Iraniens de changer la nature de leur régime. En clair, un changement de régime. Et c'est bien ça, d'après lui, le but. Et moi, je me dis quand même, ce type a été directeur de la CIA, puis secrétaire d'État. Est-ce qu'on peut sérieusement imaginer qu'il soit à ce point incompréhensible ou juste tellement stupide, tellement ignorant, qu'il ne se rende pas compte qu'il y a 3000 ans d'identité culturelle et d'histoire derrière tout ça? Et quoi, depuis l'an 600, je crois que c'est 682, si je ne me trompe pas, avec l'islam chiite et toute l'histoire qui va avec. Est-ce qu'on ne comprend pas qu'on ne va pas changer la nature de leur gouvernement juste parce que quelques missiles tombent ici ou là? Mais enfin, sur quelle planète il vit, celui-là? Et quelqu'un avec un jugement aussi profondément défaillant a été directeur de la CIA, puis secrétaire d'État. Si le président Trump écoute un type comme ça, quelqu'un qui comprend les choses aussi mal, ou alors s'il comprend très bien, mais qu'il s'en fiche et qu'il essaye simplement de vous tromper, de vous dire quelque chose qui paraît crédible quand on ne connaît pas bien la culture, l'histoire, les traditions, tout ce qu'il y a derrière. Dans ce cas, il essaie juste de vous convaincre que oui, tout va bien. Et vous savez quoi? Oubliez le protocole d'accord. Oubliez les termes sur lesquels on s'était mis d'accord. Notre objectif reste le même, quoi qu'on ait signé. Oubliez tout ça. Mais enfin, qui se soucie de ce sur quoi on est d'accord? Repartons simplement en guerre et faisons-leur changer d'avis sur tout ça. Et, vous savez, soyons très clairs, la seule façon pour que ce qu'il dit soit possible, c'est de tous les tuer. On ne peut pas juste assassiner leurs dirigeants. On ne peut pas simplement éliminer quelques membres des gardiens de la Révolution. On ne peut pas se contenter de faire exploser quelques cibles sur le front. Si on veut changer la nature du régime, il faut les tuer tous. Et encore une fois, regardez ce qui s'est passé. Avant le début de cette guerre, il y avait de vraies divisions à l'intérieur de l'Iran. Et il y avait une opposition réelle, importante, à l'intérieur du pays, contre l'élite au pouvoir. Ils étaient opposés à l'ayatollah, Ali Khamenei.
Beaucoup de gens étaient contre lui. Mais à cause de ce qu'on a fait, on a éliminé ça pour qui sait combien de temps. Une période assez longue en tout cas. Aujourd'hui, ils sont unis comme ils ne l'avaient jamais été. Peut-être même pas depuis la révolution de 1979. Probablement pas depuis cette époque-là, ils avaient été aussi unis qu'ils le sont maintenant. Et maintenant, ils ne sont pas seulement unis, ils sont furieux. Ils sont en colère. Et ils continuent de dire qu'ils veulent se venger du président Trump. Alors, quand on dit qu'on veut que ces frappes changent la nature du régime, franchement, sur quelle planète on vit? Parce que non seulement c'est stupide, mais en plus, c'est inefficace. Ça ne marchera pas. Tout ce qu'on va faire, c'est continuer à épuiser nos stocks de munitions. Tu vas encore faire exploser quelques trucs et tu vas rendre la vie difficile aux Iraniens. Et là-dessus, il n'y a aucun doute. Tu vas en tuer encore quelques-uns. Évidemment, ça t'est complètement égal aussi, parce que tu n'as aucune morale. Peu importe qui meurt de l'autre côté, du moment que tes politiques fonctionnent. Mais elles ne fonctionneront pas. Tout ce que tu vas faire, c'est renforcer encore plus leur opposition, comme c'est presque toujours le cas dans n'importe quelle culture. Mais voilà, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Quelqu'un de ce niveau-là, qui avait autrefois ce poste, du moins sur le papier, quelqu'un avec ce genre de stature, est à ce point trompeur, ou ignorant, ou simplement incompétent. Et pourtant, il continue d'influencer les gens. Je vois qu'il a été directeur de la CIA et secrétaire d'État, donc on se dit qu'il doit savoir de quoi il parle. Alors ce qu'il dit doit être vrai, rien que parce qu'il a occupé ces postes-là. Mais comme vous le voyez maintenant, ne vous laissez pas tromper par son CV. Regardez les faits. Et les faits crient qu'il est fou, qu'il a tort, et qu'il le sait probablement, mais qu'il essaie de vous tromper. Passons au suivant, parce qu'on a ici l'ancien conseiller à la sécurité nationale et ancien général de l'armée, Sher McMaster. Et lui, il veut tout simplement réécrire l'article 5, ou le paragraphe 5. Il dit en gros, oui, je sais ce qu'il dit, mais réécrivons-le, réinterprétons-le. Ce que le président a laissé entendre, c'est qu'il pourrait bientôt élargir cet ensemble d'objectifs dans le but de pousser l'Iran à revenir à la table des négociations et à accepter des conditions favorables aux États-Unis. En particulier, il s'agirait de revoir l'interprétation du 5e point du protocole d'accord concernant le contrôle du détroit d'Ormuz et la garantie de la libre circulation du trafic maritime. D'accord. Laissez-moi vous remettre ça dans son contexte. Nous avons signé un protocole d'accord. Le président Trump lui-même, à Versailles, a posé sa main sur le document et l'a signé, engageant les États-Unis à respecter ce qui était écrit. Il savait très bien ce que disait le paragraphe 5. Le paragraphe 5 disait exactement ce que je vous ai montré, que les Iraniens avaient le contrôle administratif, sans péage, pendant les 60 premiers jours. Et ensuite, au bout de seulement 60 jours, c'était une clause précise qu'il avait signée. Et maintenant, comme le dit McMaster, peu importe, on s'en fiche de ce qu'on a signé. Utilisons des mesures coercitives pour réinterpréter le paragraphe 5. Franchement, c'est juste une autre façon de déchirer la crédibilité et l'intégrité de l'Amérique. Notre parole ne veut littéralement plus rien dire. On peut très bien se mettre d'accord sur quelque chose, puis quelques jours plus tard, décider de tout changer. On se dit, en fait, ça marche pas comme je veux. Alors on commence à bombarder l'autre camp, à les forcer jusqu'à ce qu'ils finissent par réinterpréter les mots pour qu'ils signifient ce qu'on voulait au départ. Ce qui veut dire qu'en réalité, ça n'a jamais rien voulu dire. L'Amérique n'a pas tenu parole. Et ces anciens hauts responsables, le directeur de la CIA, le secrétaire d'État, le conseiller à la sécurité nationale, l'ambassadeur des États-Unis, ils continuent à répéter tout ça. Ce sont pourtant les gens qui, au plus haut niveau, représentaient l'Amérique.
Et maintenant, ils affirment que notre parole ne vaut rien, simplement parce que nous avons le pouvoir. On peut juste le faire, peu importe ce qu'ils ont accepté. S'ils font quoi que ce soit qu'on juge contraire à la lettre de la loi, on veut les condamner, on veut se moquer d'eux. Et on veut dire « Ah, regardez, voyez ce qu'ils font », en pointant du doigt, sans aucun scrupule à faire exactement la même chose devant les caméras. Et en fait, souvent c'est même pire. Oui, je sais ce qu'on a écrit, je sais ce qu'on a signé, on s'en fiche. On utilise simplement la force morale pour contraindre. Vous entendez encore ce terme, hein? Je crois que c'est la deuxième fois qu'on le montre dans cet épisode. Aucun scrupule moral là-dedans, aucune intégrité. Les mots ne veulent absolument plus rien dire. Tout tourne autour du pouvoir. Je vais te forcer et te manipuler pour te faire croire que tu as signé quelque chose, te faire croire qu'on va vraiment faire ce qu'on dit. Et puis, quand ça ne nous arrangera plus, ou simplement quand je déciderai de changer d'avis, on commencera à te tuer jusqu'à ce qu'on dit tuer, jusqu'à ce que tu modifies les termes. C'est ça, en fait, ce qu'on essaie de faire. Mais cette fois, ça ne marchera pas. Et les choses vont sans doute devenir bien pires. Mais c'est bien cette manière honteuse, humiliante, dont certains hauts responsables, actuels ou anciens, de notre gouvernement sont en train d'humilier, de discréditer et de détruire le nom des États-Unis d'Amérique. C'est une honte. Je vais t'en montrer un autre. Voici Jack Keane. Il dit « Écoutez, je sais que l'Iran a signé ce protocole d'accord, mais en fait, je pense qu'il va simplement dire « En réalité, ils ont violé le protocole. Donc maintenant, on est libre de faire tout ce qu'on veut. » Les Iraniens ont créé une fiction. Selon eux, il y aurait un camp diplomatique, des modérés, qui voudraient vraiment conclure un accord, et puis des durs, les gardiens de la révolution et d'autres, qui n'en voudraient pas. Et ces diplomates, soi-disant, doivent composer avec eux. Et nous, les Américains, on devrait comprendre leurs difficultés et travailler avec eux. Tout ça, c'est une mise en scène inventée pour nous manipuler. Il faut qu'on ouvre les yeux sur les faits, ceux qui sont juste devant nous. Les preuves parlent bien plus fort que leurs paroles. Ils ont violé le protocole d'accord en quelques jours à peine, après que leur président l'a signé. Oui, c'est la réalité. Pourquoi? À cause de ce que j'ai dit, c'est leur centre de gravité, leur atout stratégique. On ne doit pas tomber dans le piège de cette nouvelle ouverture diplomatique, soi-disant pour refaire un accord. Leur seul objectif, c'est de nous empêcher de leur retirer cet atout stratégique. Il faut qu'on avance et qu'on le fasse. Parce qu'on a signé un fichu accord, Général Keane, qui disait qu'ils en garderaient le contrôle. On l'a signé. Ils n'essayent pas de le reprendre. Ils essayent juste d'appliquer les termes sur lesquels on s'est mis d'accord. Et là encore, voilà un autre mensonge direct du général Keane qui prétend qu'ils ont violé l'accord en quelques jours. Non, c'est nous qui l'avons violé en quelques jours. Le 24 juin, Oman et les États-Unis ont mis en place un couloir pour le passage sécurisé des navires bloqués dans le détroit d'Ormuz. Et ça, c'était en dehors du cadre du protocole d'accord qu'on avait signé avec l'Iran. Point final. Noir sur blanc, c'est écrit dans l'accord. Pas besoin de chercher bien loin. Je vais le remettre à l'écran une fois de plus. La toute première phrase dit ceci. Dès la signature de ce protocole d'accord, la République islamique d'Iran prendra des dispositions en faisant tout son possible pour assurer le passage sûr des navires commerciaux. C'est tout. Il n'est pas écrit qu'on peut le réinterpréter. Il n'est pas écrit qu'on peut utiliser la force pour les contraindre à faire autre chose. Ce n'est pas une violation. C'est simplement l'application du texte à la lettre. Mais vous voyez, on s'en fiche. Et lui, il veut encore faire croire que ce sont eux les méchants, qu'ils ont changé les règles, alors que non. Ils ne l'ont pas violé. C'est nous qui l'avons fait. Mais ça, il s'en moque. Tout ce qu'il veut, c'est revenir à la guerre. C'est ce qu'il a toujours dit. Et maintenant,
Ils vous expliquent qu'ils ne veulent même plus de diplomatie. Ils ne veulent même pas le faire. Alors pourquoi le ferait-on? On devrait simplement y retourner et finir le travail. Je vous ai montré plusieurs extraits, je crois, d'émissions plus tôt aujourd'hui, où il disait justement ça, retourner et finir le travail. Mais il n'y a pas de finir le travail général. Ça n'existe pas. On a déjà essayé. À moins que vous puissiez sortir des missiles de croisière JASSM ou Tomahawk, capables de traverser toutes ces montagnes, de pénétrer les différentes couches de roches granitiques, même quand elles bougent, et d'aller détruire tout ce qu'il y a là-dessous. Vous ne pouvez pas. Et si vous ne pouvez pas faire ça, alors honnêtement, peu importe ce que vous faites. Même si, d'une manière ou d'une autre, vous arriviez à rassembler assez de munitions pour nettoyer toute la côte, sur plus de 800 km, ça ne changerait rien. Parce que tant que vous ne pouvez pas faire ça, tant que vous ne pouvez pas franchir ces montagnes, et qui gardent la capacité de lancer différents types de missiles balistiques, de missiles de croisière, de drones de toutes sortes, les Géran, plusieurs autres, différentes catégories, même certains drones FPV qu'on peut lancer un peu partout, sans parler de ces villes de missiles. Tant que vous n'avez pas un moyen d'éliminer tout ça, toutes vos frappes sur les ponts, sur les infrastructures énergétiques, tout ce que ça fera, c'est compliquer la vie de l'Iran. Mais sur le plan militaire, ça n'aura aucun impact sur les drones et les missiles. Est-ce que ces gens peuvent être à ce point ignorants qu'ils ne le savent même pas? Franchement, je ne sais pas. Malheureusement, il y a ici de vraies lacunes dans la compréhension, parce que ce qu'ils font, ce qu'ils disent et ce qu'ils devraient savoir, il y a un décalage entre tout ça. Je n'arrive pas à l'expliquer, parce qu'on a l'impression qu'ils veulent simplement s'assurer qu'il n'y ait pas de paix, que la guerre continue, qu'on continue d'agir, puis de les accuser. Et ensuite, quand ils réagissent de manière parfaitement logique, comme on pouvait s'y attendre à leur place, c'est-à-dire en s'étendant à travers leurs proxys ou leurs alliés dans la région, vers le sud, par exemple, eh bien, ils vont garder la main sur le détroit d'Ormuz, qu'on ne peut pas leur retirer de toute façon. Pourquoi vouloir insister sur un sujet qui ne ferait que les pousser à s'étendre et à frapper des cibles, celles-là même que vous semblez vouloir qu'ils visent, des cibles similaires chez nos alliés? Ça nous nuirait tous, ça nuirait à l'économie mondiale. Vous avez un désir de mort économique. Franchement, je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens, parce que je ne vois pas en quoi ça profiterait même à ces gens qui occupent les postes de l'élite. Ils sont pourris jusqu'à la moelle. Toute cette classe dirigeante est pourrie jusqu'à la moelle. Aucune intégrité, aucune honnêteté. Tout ce qui les intéresse, c'est de trouver de nouvelles façons de faire la guerre, que ce soit ici ou dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, de maintenir tout ça en marche. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Et maintenant, on dirait qu'ils se préparent à retourner à Cuba. Et bien sûr, ils sont encore tous en train de célébrer. Le président Trump, encore hier soir, parlait de s'emparer du Venezuela et de voler votre pétrole. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais on ne peut pas continuer comme ça. L'histoire humaine, depuis des milliers d'années, le prouve. À force, on finit par se créer tellement d'ennemis qu'on ne peut plus tous les affronter. Et surtout quand on fait des choses comme en ce moment. Au-delà de l'immoralité de tout ça, on est en train d'épuiser nos munitions, offensives et défensives, dont on aurait désespérément besoin si une grande guerre éclatait avec un autre pays, pas seulement avec l'Iran. Et là, c'est pas seulement qu'on ne pourrait plus aller là-bas pour agir, mais si quelqu'un tente quoi que ce soit contre nous ailleurs, on se retrouverait sans défense sur les points essentiels.
Peu importe combien de porte-avions vous avez, combien de chasseurs, de chars ou d'artillerie, tout ça ne sert à rien si vous n'avez pas de munitions pour tirer. C'est pas censé être compliqué à comprendre. Mais d'une façon ou d'une autre, ces gens-là semblent non seulement vouloir la guerre, mais aussi s'assurer qu'on se démilitarise au passage. C'est insensé. Ils savent très bien que notre capacité industrielle ne peut pas tenir ce rythme. Ils savent que si on continue à ce niveau de tir, on va littéralement se retrouver à court. Pas juste en manque, à court. À un moment, il faut bien s'arrêter, juste pour garder une fine réserve de quelque chose. Mais jusqu'ici, on ne l'a pas fait. Le président Trump semble penser qu'on va y aller. Alors franchement, je ne comprends pas. Je ne vois pas quelle logique il y a là-dedans. Pourquoi voudriez-vous vous dépouiller vous-même, brûler toutes vos armes clés et vos stocks de munitions, au point que vos systèmes d'armement ne servent plus à rien et risquent même de provoquer une attaque contre laquelle vous ne pourriez pas vous défendre? Comment est-ce que ça aide qui que ce soit? Je peux comprendre que certains veuillent qu'une guerre, comme celle d'Afghanistan, dure indéfiniment, parce que ça fait tourner l'argent du complexe militaro-industriel. L'argent continue de couler, année après année. Mais si vous n'avez plus de munitions, mes amis, vous allez perdre. Nous serons vaincus. Et alors, tout l'Empire américain pourrait bien s'effondrer sur leur tête. Franchement, je ne comprends pas. Mais il faut se demander s'ils sont aveugles, s'ils sont idiots, ou s'ils ont une autre motivation plus sombre que je ne perçois pas encore. Je ne sais pas. Mais il faut que vous compreniez que ce qui se passe en ce moment vous nuit. On vous ment. On vous trompe ouvertement. Et on nous entraîne sur une voie qui, sans intervention, risque de nous mener tout droit vers une véritable crise. Je parle d'une crise financière dont on ne sortira pas facilement. Une crise qui pourrait nuire à nos vies, à celles de tout le pays, à tout le monde. Voilà où nous en sommes. Et j'espère sincèrement que ce n'est pas là où nous allons. Mais c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Pour que vous sachiez que nous ne nous laissons pas intimider, que nous ne faisons aucun compromis pour vous dire la vérité. Pour que vous sachiez ce qui se passe et que vous ne soyez pas pris au dépourvu, comme d'autres le seront. Je plains vraiment ces gens qui ne regardent pas des émissions comme la nôtre et qui ne regardent que Fox News. Ils entendent toutes ces personnes. Tout ça, c'est d'aujourd'hui, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? C'est ça leur acharnement. Et tout ce que vous venez d'entendre, c'est juste aujourd'hui. Chaque extrait vient d'aujourd'hui. Et les gens qui ne regardent que Fox News, eux, y croient tout ça. Parce qu'ils ne savent pas ce que je viens de vous expliquer. Ils ne connaissent pas les mensonges qu'on leur a racontés. Un jour ou l'autre, quand les conséquences tomberont, ils vont être sous le choc. J'espère simplement qu'on arrivera à surmonter tout ça sans que le prix à payer soit trop lourd. On verra bien. Je sais, c'est un peu lourd pour un vendredi après-midi. Mais comme on dit, vous avez le droit de connaître la vérité, quelle qu'elle soit, et on va continuer à vous la donner. S'il se passe quelque chose plus tard aujourd'hui ou demain, quoi que ce soit, on vous en parlera bien sûr. Sinon, on se retrouve pour l'Intel Brief, notre rendez-vous du samedi, où on revient sur les principales désinformations de la semaine et sur ce qu'on a appris pendant la nuit. Ce sera demain matin à 11h. On se retrouve donc là dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Hit that like button and share this with somebody you love.